Merci de nous rejoindre sur Ici Beyrouth pour une question d'actualité puisqu'on va parler de la guerre en Ukraine et plus spécifiquement du rôle de l'armée russe. A-t-elle réussi? Va-t-elle réussir? On parlait de guerre éclair, eh bien elle n'a pas eu lieu. Et pour nous en parler, nous sommes avec le général Khalil Hello, le grand spécialiste des affaires militaires et de la géostratégie, bonjour, et avec Roger Baraquet, qui est le patron, le directeur du service international d'Ici Beyrouth. Messieurs, alors, général Hello, la première question, on a vu, parce que c'est essentiellement une guerre, pas essentiellement, beaucoup une guerre de communication. Et on a vu ces munitions, ces obus, ces missiles qui n'explosent pas, ces missiles russes. Est-ce que ça veut dire que l'armée russe, l'armement est obsolète? Non, pas du tout. Ça, on peut tout dire sauf ça. Il y a On voit des toujours... chars sur les bas-côtés, ils ont l'air intacts, mais... Oui, ils ont été abandonnés. Il y a une différence. C'est pas que le char est défaillant, mais là, on peut expliquer ça par... On peut fill in the blanks. D'abord, il y a toujours des défaillances dans les munitions, même dans les munitions occidentales. Il y a toujours un certain pourcentage de munitions qui n'explosent pas à l'atteinte de la cible. Ça, c'est un. Deuxièmement, le matériel russe abandonné intact. Et il y a deux explications. La première, c'est ou bien qu'il y a eu une embuscade et les soldats ont pris la fuite par manque d'informations. Ils se sont fourrés là où il ne le faut pas, là où on les attendait avec des embuscades. Ça, c'est une première explication. Et la deuxième explication, c'est les lignes logistiques. Mais quand le char est à court de carburant et qu'il n'a pas été muni de carburant en temps voulu, donc la seule solution qui reste, ça devient un morceau de métal qui n'a aucune valeur. Le Pentagone dit aussi que les soldats russes n'ont pas le moral et qu'il y a des unités entières qui se rendent sans se battre. Qui sont ces soldats russes? On dit aussi qu'ils sont très jeunes, inexpérimentés. Écoutez, il ne faut pas généraliser. Il y a certainement des unités russes qui se sont rendues. Et quand on parle d'unités, ça peut commencer avec 30 soldats et ça peut aller jusqu'à 400 soldats. Je ne pense pas que l'ampleur est aussi exagérée qu'on ne veut le dessiner. Ça fait partie de la guerre psychologique. C'est pour convaincre l'Occident que les Russes n'ont pas la volonté de se battre. On n'en est pas là. Il y a quand même une percée russe assez importante. Il y a une avance vers Kiev qui est retardée, qui a pris beaucoup plus de temps que prévu. Le contact est établi entre les belligérants à Kharkiv et la ville de Kherson est presque tombée entièrement et la ville de Mariupol est complètement encerclée. On ne peut pas parler d'une débandade russe, pas du tout. Oui. Donc maintenant, pour le moral, expliquons un peu que cette armée russe qui est rentrée en Ukraine, qui aujourd'hui a atteint presque 150 000 soldats, d'où elle vient. Ce sont pour la plupart des conscrits, donc des jeunes, qui ont 20 ans, un peu moins, un peu plus, qui n'ont jamais fait la guerre au début. Ce ne sont pas les vétérans de l'Afghanistan, ni les vétérans de la Syrie. Ce sont des soldats qui ont été acheminés au théâtre d'opération pendant des mois pour amasser ces troupes-là. Ils ont commencé des manœuvres le 10 février, qui se sont étendues du 10 février au 20 février, pendant 10 jours. Ces manœuvres avec des munitions live ammunitions, c'est justement pour les mettre dans une atmosphère de vraie guerre et de leur expliquer à quoi ils doivent s'attendre. C'est pas la même chose que l'exercice. Les manœuvres, c'est pas la même chose. Mais ça veut dire qu'ils sont inexpérimentés. Est-ce que c'est pour ça que Poutine a fait venir 10 000 soldats tchétchènes? Parce qu'ils sont plus aguerris? Écoutez, les soldats tchétchènes, c'est des soldats finalement de l'armée russe, parce que la Tchétchénie, c'est une partie de la fédération russe. Donc, il va acheminer toutes sortes de soldats. Il peut même amener des Cosaques, des Tchétchènes, de l'Est de la Russie, de l'extrême Est. C'est pas étonnant. Maintenant, les soldats tchétchènes, du point de vue moral, on les montre dans les photos avec une volonté inébranlable, avec la barbe qui pousse, etc. Là aussi, ça fait partie de la propagande militaire. Ceci ne veut rien dire. Il faut voir qu'est-ce que ça vaut au combat. On a vu aussi cet immense convoi militaire qui progresse très lentement. Oui. Et l'analyste militaire, le spécialiste que vous êtes, me disait tout à l'heure que ça ne veut pas dire forcément qu'ils sont lents ou qu'ils sont en retard ou qu'ils ne sont pas bien approvisionnés. Voilà. Alors, quand vous parlez d'un convoi long de 64 km, ceci veut dire entre 20 000 et 30 000 soldats. Et il est clair que ce convoi-là est destiné à se déployer autour de Kiev pour isoler Kiev du reste de l'Ukraine et pour mener une guerre d'usure contre Kiev
pour obliger le gouvernement ukrainien ou bien à capituler ou bien à se plier à la volonté du but de guerre de Poutine, qui est la neutralité, constitutionnellement, la neutralité de l'Ukraine et le désarmement de l'Ukraine. Je ne crois pas qu'il va atteindre les deux objectifs, mais il est en position, il a toujours l'initiative, Poutine a toujours l'initiative, l'armée russe a toujours l'initiative. Pour revenir à ce convoi n'est pas un convoi en dispositif de combat, c'est une approche, on appelle ça une approche pour contacter l'ennemi. Or, cette approche d'un convoi pareil est certainement a été précédée par des opérations aéroportées. Ça, c'est pas une estimation, mais c'est réel. C'est une information. Oui, il y a eu des opérations aéroportées pour essayer de saisir les 3 aéroports autour de Kiev, ce qui n'a pas complètement réussi. Il y a eu un échange de mains de plusieurs fois de l'aéroport Antonov. Un deuxième aéroport, on ne sait pas exactement qui le contrôle, mais on peut dire que les opérations aéroportées russes n'ont pas réussi jusqu'à maintenant. Il y a eu même des forces spéciales qui sont rentrées à Kiev, qui ont essayé de semer la pagaille au sein de Kiev, qui ont été neutralisées. Et ces forces spéciales continuent maintenant à ouvrir les axes d'avance de cette colonne pour que ces colonnes arrivent aux destinations voulues afin d'encercler Kiev, de l'isoler et puis démoraliser la population par une guerre d'usure comme ils ont fait en Syrie. Et ce qui surprend tout le monde, les Russes en premier, c'est en fait la résistance inattendue des Ukrainiens. Absolument. Comment ils résistent? On croyait qu'ils n'avaient même plus d'aviation. Absolument. Mais écoutez, ils mènent une guerre asymétrique et ça se voit qu'ils étaient préparés à cette guerre asymétrique. Ce qui veut dire qu'ils se battent en petites unités, en toutes petites unités, contre une armée régulière. Ils n'ont pas déployé leurs chars, ils ont épargné leurs chars, ils ont épargné leurs avions, ils ont dispersé leurs avions, ils ont minimisé les pertes parce que dès le premier jour, il y a eu 17 centres de commandement ukrainiens qui ont été touchés. Mais il est clair que les unités ukrainiennes continuent à recevoir des ordres et à être commandées comme il faut par une chaîne de commandement. Ce qui veut dire que les Ukrainiens ont préparé des centres de commandement auxiliaires à ceux qui ont été ciblés par les Russes. Donc, ce qui veut dire, en d'autres termes, la volonté de se battre est là, les préparatifs ont été menés à bon train et donnent leurs preuves d'efficacité sur le terrain. Voilà. Je veux revenir, s'il vous plaît, au côté logistique. Oui. N'est-ce pas? Chez les Russes, c'est connu. Ce qui leur manque, c'est, disons, l'organisation, surtout les moyens technologiques et les finances. Ce n'est pas la finance américaine. Alors, concernant cette disons, pénurie de nourriture, de carburant et tout ça, oui. Comment vous expliquez ça? Comment est-ce que Poutine veut rentrer en guerre sans assurer l'approvisionnement de ses troupes? Non, certainement qu'il a prévu une logistique parce que lorsque vous déployez des forces sur une longueur, sur une pénétration de plus que 100 km, les lignes logistiques sont prévues. Le commandement russe, quand même, n'est pas tellement naïf. Mais ce qui n'était pas prévu, c'est que ces lignes de logistique ou bien ces lignes d'approvisionnement soient vulnérables aux Ukrainiens. C'est ça ce qui a retardé la logistique. Parce que quand un char de 50 tonnes avance, qu'il utilise ses munitions et son carburant, il faut qu'il y ait derrière lui tout un dispositif pour le munir de carburant en permanence et de munitions et bien sûr de nourriture pour les soldats. Or, quand les lignes logistiques sont coupées, toute cette, si vous voulez, logistique ou bien toute cette intendance, elle va manquer, mais quand même, on ne peut pas dire que les soldats russes sont affamés, qu'ils meurent de faim, ou bien qu'ils n'arrivent pas à avancer. Il y a eu énormément de dégâts dans les véhicules russes, que ce soit les chars, ou bien les blindés, ou bien les camions, on les a vus, soit brûlés, soit atteints, soit abandonnés, par centaines. Mais également du côté ukrainien, il y a des pertes pareilles. Vous voyez, la guerre de propagande des deux côtés, et elle va bon train. En fait, vous dites que les Russes n'ont pas forcément perdu, non, mais qu'ils n'ont pas gagné, non, mais qu'ils vont pas non plus atteindre leurs objectifs politiques. Jusqu'à maintenant, nous sommes au 9e jour des combats, ils n'ont pas atteint du tout leur but de guerre. Leur but de guerre, c'est obliger l'Ukraine à déclarer sa neutralité pour toujours, constitutionnellement, tel que ils ont obligé l'Autriche, les Soviétiques avaient obligé l'Autriche en 1949
de déclarer leur neutralité comme condition nécessaire pour le retrait des troupes soviétiques de l'Autriche. Donc l'Ukraine a ce que Poutine demande à l'Ukraine, qui est le flanc vulnérable de la Russie. Il n'y a pas de frontière naturelle, c'est une plaine à travers laquelle des troupes occidentales peuvent utiliser pour avancer vers Moscou. Donc il veut que ce territoire soit un tampon entre lui et l'Occident. Il ne l'a pas atteint encore. Non, et puis l'OTAN profite à qui? Aux Ukrainiens. Écoutez, l'OTAN profite aux Ukrainiens, mais l'OTAN est claire. Pour continuer ma réponse à votre première question, jusqu'à maintenant, les réalisations russes sur le terrain, les objectifs militaires sur le terrain ont coûté très cher aux Russes. C'est une victoire pyrrhusienne, à la Pyrrhus. C'est-à-dire beaucoup de pertes, on gagne, mais à un prix très élevé. Jusqu'à maintenant, c'est ça. Mais on est loin de dire que la guerre est terminée. Ça, c'est un. Deux, à qui profite l'OTAN? Bon, l'Ukraine a des aspirations pro-occidentales. L'OTAN et le temps. L'OTAN et le temps, oui, oui. Écoutez, le facteur temps est mauvais pour les deux. Ah. Poutine voulait une victoire éclair, comme vous l'avez dit dans votre introduction. Il ne l'a pas eu. Et c'est pour ça, et ce qui a étonné tous les observateurs, c'est qu'il a accepté de négocier dès le deuxième jour. Ce qui veut dire qu'il avait des informations assez précises de ce qui se passe sur le terrain et qu'il avait besoin de négocier. Et il a imposé que les négociations soient faites en Biélorussie. Ça, c'est un. Oui. Et deuxièmement, donc, à qui profite l'OTAN? Les Ukrainiens aussi, ils sont fatigués, et ça fait 9 jours, et il faut quand même un minimum de trêve pour réorganiser et pour évaluer les dégâts, pour réorganiser les unités, etc. Maintenant, l'OTAN appuie les Ukrainiens, mais ne se battra jamais pour les Ukrainiens, parce que l'OTAN sait très bien que Poutine peut aller jusqu'à l'utilisation de l'arme nucléaire s'il y a des troupes de l'OTAN qui vont rentrer en Ukraine. L'Ukraine est un territoire vital pour la Russie, vital, alors que c'est un territoire d'intérêt pour l'Occident. Pour les intérêts, on négocie, on fait pression, mais on ne fait pas la guerre. Alors que Poutine, pour lui, perdre l'Ukraine, c'est comme si on lui demandait de capituler. Vous qui êtes un militaire, qu'est-ce qui pouvait se passer? Qu'est-ce qui a pu se passer dans la tête de quelqu'un comme Poutine et ces deux généraux qui sont tout le temps autour de lui dans les images? Comment ils ont pu penser qu'ils allaient facilement envahir un pays de 600 000 km² en 2022? C'est une erreur majeure. C'est lié à l'isolement d'un autocrate. D'abord, il y a la mentalité de Poutine, bien sûr. Ses réactions sont toujours exagérées. Il veut toujours montrer qu'il sait bien ce qu'il fait, que ses décisions à lui sont inébranlables. Il veut toujours montrer ça. Donc, il y a la personnalité de Poutine d'une part, mais aussi il y a l'expérience de Syrie, l'expérience syrienne qu'il a voulu transposer en Ukraine. Alors, les raids aériens en Syrie qui étaient assez intenses pour un territoire comme la Syrie, en Ukraine, le premier jour, il y a eu environ 400 frappes aériennes. Et dans leur estimation, ces 400 frappes étaient suffisantes pour faire plier le commandement ukrainien, chose qui n'a pas eu lieu. Ça, c'est le mauvais calcul. C'est une erreur de renseignement. Une erreur d'intelligence, une erreur de renseignement colossale qui a coûté très cher à Poutine. Et voilà pourquoi il a brandi l'arme nucléaire pour rappeler que malgré toutes les pertes que je peux avoir, je suis toujours une grande puissance qui peut vous faire du mal si vous essayez d'intervenir directement. Là, vous avez parlé de la neutralité comme finlandisation de l'Ukraine. Mais toujours, il y a des discours plus forts, genre un seul peuple et tout ça. C'est du bluff. Il demande plus pour avoir moins, on peut dire ça? Écoutez, quand il parle d'un seul peuple, il se réfère à l'histoire. Il ne faut pas oublier que Kiev, c'est le berceau de la Russie. C'est là-bas que tout a commencé, depuis plusieurs siècles. Donc, il utilise ça pour dire que je ne suis pas agresseur, je suis libérateur. Il essaye de se donner une façade de libérateur. Je ne vous agresse pas, au contraire, je viens vous sauver des nazis. Je ne vois pas où il y a des nazis, mais je viens pour vous donner, pour vous supporter. Et d'ailleurs, les médias russes ne montrent que les soldats russes en train de distribuer des denrées alimentaires aux Ukrainiens. Et à ne pas oublier que 17% de la population ukrainienne, ce sont des Russes. Donc, et que les soldats russes fraternisent avec la population ukrainienne et que seuls quelques groupes extrémistes se battent contre la Russie. Donc, il essaye de légitimiser sa guerre.
Mais ce n'est pas du bluff. Il n'y a pas, voilà, on peut dire qu'il n'y a pas de changement de but de guerre. Non, non, non. Il ne veut non. pas occuper et rester. Non, non, écoutez, la meilleure guerre qu'on peut gagner, c'est celle qu'on ne fait pas en ayant atteint ses buts. C'est Sun Tzu depuis très longtemps. Les Occidentaux ont fait une erreur d'estimation aussi, sauf les Américains. Pour la première fois, les Américains peuvent dire, nous étions les seuls à vous dire qu'il allait y avoir une agression. Okay. Ils ont répété pendant 15 jours que Poutine allait attaquer l'Ukraine. Poutine disait non. L'ambassadeur russe à l'ONU disait non. L'ambassadeur russe à Washington disait on n'attaquera pas. Or, ils ont attaqué. Ce qui a donné raison complètement à Biden et complètement raison au renseignement américain. La CIA aujourd'hui a complètement renversé l'image de Kaboul. Oui, D'accord. Oui, alors que là-bas, c'était complètement désastreux. Là, oui, mais beaucoup d'analystes occidentaux que j'ai lus avant l'invasion, avant l'agression, disaient que Poutine n'allait pas attaquer, qu'il allait se suffire d'amasser 200 000 soldats, les Ukrainiens vont plier, il va faire quelques manœuvres, maximum il va rentrer à Donbass, déjà qu'il contrôle avant à travers des milices interposées, il va les occuper directement, il va faire une pression militaire et le gouvernement ukrainien va négocier et finir par plier. Personne de ces analystes, d'ailleurs George Friedman, l'un des analystes, il a dit « I made an error in my assessment for Ukraine ». Il a écrit tout un article pour expliquer comment il avait mal jugé ceci. Voilà. Je profite pour ouvrir une parenthèse. Qu'est-ce qui a rendu l'intelligence américaine intelligente? Parce que ça fait des décennies qu'il fait... L'armée américaine est présente en Ukraine. Oui, l'armée américaine est présente en Ukraine depuis longtemps, mais en unité d'entraînement, training units. Okay. Et ce sont les Américains qui ont entraîné les Ukrainiens à manipuler les missiles Javelin et à se battre en petites unités parce qu'ils ne voyaient que ça. Et toujours, il faut être prévoyant. Les militaires savent très bien que si les Russes un jour envahissent l'Ukraine, il doit y avoir une guerre asymétrique. On ne peut pas aligner des chars contre des chars, ça ne marchera pas. On ne pourra jamais atteindre l'équilibre avec les Russes. Donc l'idéal, c'est de préparer des combattants isolés, en petites unités, avec un armement qui peut faire du mal aux Russes. Donc ils les ont entraînés, et quand vous parlez d'unités d'entraînement, vous parlez de liens étroits et de liens d'intelligence. Donc ces communications-là ont, et en plus des moyens électroniques américains, des moyens sibériens américains, le tout, c'était une synthèse qu'on a soumise à Joe Biden, que l'Ukraine allait être attaquée. D'accord? Connaissant aussi la mentalité de Poutine. Donc voilà comment on peut expliquer la réussite de la CIA, de la DIA, de tous les organismes d'intelligence américains. Poutine a eu une petite phrase qui rappelle une autre petite phrase du même genre au Libanais, que c'est un seul peuple dans deux pays, ah oui. Ce qui nous amène directement vers la Syrie et la région, ici. Les Turcs ferment les détroits, la flotte russe donc est coincée théoriquement en Méditerranée, celle qui opère en Syrie. Est-ce que vous pensez que ça peut y avoir un danger une métastase du conflit? Écoutez, jusqu'à maintenant, il n'y a rien qui indique ceci. Il n'y a pas de concentration de troupes russes en Syrie, mais si vous voulez prendre le contexte, pour ne pas trop bavarder sur ça, si vous prenez le contexte international, la détente n'est pas pour demain. Et quand on dit que la détente n'est pas pour demain, ceci veut dire que les Russes vont essayer de distraire les Américains au Moyen-Orient comme ils l'ont toujours fait. Les militaires américains, depuis 1995, disent à leur hiérarchie politique, le Moyen-Orient est une distraction, il ne faut pas nous immiscer dedans. Or, ils n'arrivent pas à sortir de ce Moyen-Orient, et les Russes veulent, et les Chinois veulent que les Américains s'impliquent au Moyen-Orient pour les distraire de l'extrême-orient chinois et du théâtre eurasiatique. Or, aujourd'hui, plus que jamais, pour distraire les Américains quelque part, il n'y a que le Moyen-Orient et les ingrédients sont là. L'Iran est là, Daesh est là, tout le monde peut faire bouger Daesh. Enfin, tous les services de renseignement du monde peuvent faire bouger Daesh, peuvent les manipuler, et pas nécessairement leur donner des ordres ou bien leur demander d'être gentils, mais ils peuvent les manipuler. Donc, ça risque de foirer quelque part ici. Oui. Cette guerre, en plus, bouleverse toute la donne du monde. Oui. Beaucoup ont parlé d'un nouveau 11 septembre qui va réécrire l'état du monde pour les décennies à venir. Parce que si les Russes ont attaqué comme ça l'Ukraine, rien n'empêche la Chine d'attaquer Taïwan, l'Inde d'attaquer le Cachemire.
Absolument. Vous avez entièrement raison. Si je veux faire une analogie de la situation aujourd'hui, il y a deux analogies qu'on peut faire. La première, c'est la veille de la Première Guerre mondiale, une guerre que personne ne voulait. Et c'était un moment où les puissances se rendaient compte de leur puissance, c'est-à-dire États-Unis, Grande-Bretagne, l'Empire austro-hongrois, la Russie et l'Empire ottoman. C'était les empires qui se renforçaient de plus en plus et chacun brandissait ses armes pour dire à l'autre attention de m'attaquer. Et finalement, 25 millions de morts. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, ça va aller dans ce sens. Mais nous sommes également dans une situation semblable à celle de l'Europe dans la guerre de 30 ans, 1600, qui s'est terminée par le traité de Westphalie qui a redessiné le monde. Donc aujourd'hui, avec l'unipolarité qu'il y avait avec les États-Unis, nous avons un deuxième pôle émergent, c'est la Chine, et nous avons un troisième pôle moins émergent qui est la Russie. Donc cette tripolarité, vous lui ajoutez également les puissances régionales, à ne pas négliger du tout, Turquie, non négligeable, Iran, incontournable, l'Arabie saoudite, incontournable, Israël, incontournable, et l'Égypte. Je parle du Moyen-Orient pour ne pas aller vers d'autres territoires. Ces puissances régionales et internationales devraient un jour rester autour d'une table et négocier un équilibre mondial semblable à celui qui a suivi Yalta après la Deuxième Guerre mondiale. Sinon, ça va continuer. Et personne ne veut que ça continue. Vous voyez ? Oui, en fait, c'est le retour des empires. Oui. Et chaque ex-empire essaie de se reconstituer. Oui, L'empire absolument. perse, l'empire ottoman, l'empire russe, l'empire chinois. Absolument, absolument. Et donc, on va vous voir encore pendant très longtemps dans nos plateaux, nos studios, et vous lire beaucoup sur notre web, malheureusement, ou heureusement. Oui, non, malheureusement, j'espère qu'on va pas avoir des dégâts à cause de ça. Général, hello, merci beaucoup. Roger, merci beaucoup. Restez sur Ici Beyrouth, vous pouvez avoir toute l'info en cliquant sur notre site et sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent juste en dessous de l'écran.